Mes parents m'ont mise à la porte en terminale parce que j'étais enceinte. 18 ans plus tard, ils sont revenus en disant « Laisse-nous voir l'enfant ». Mais quand j'ai ouvert la porte, ce qu'ils ont entendu les a figés. « Quel enfant ? Qu'est-ce que vous êtes ? » Je m'appelle Leverne, j'ai 35 ans aujourd'hui. Mais mon histoire commence quand j'avais 17 ans. Le jour où j'ai vu ces 2 lignes roses sur le test de grossesse, j'ai senti mon cœur s'emballer, un mélange de peur et d'espoir. Je n'aurais jamais imaginé que l'annoncer à mes parents se terminerait avec des sacs poubelles remplis de mes affaires sur la pelouse devant la maison, ni que 18 ans plus tard, ils se présenteraient à ma porte avec des papiers juridiques exigeant de voir leur petit enfant. Le choc sur leur visage quand j'ai répondu « Quel enfant ? Qu'est-ce que tu es ?» me hante encore. Avant de plonger dans mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires de vie réelle qui montrent que parfois, la famille que l'on se crée compte plus que celle dans laquelle on est né. Ayant grandi à Mapleton, une banlieue de cartes postales avec des pelouses impeccables et des barbecues de quartier, ma vie semblait idyllique de l'extérieur. Notre maison, une demeure coloniale à 2 étages avec des volets blancs, était un témoignage du dévouement de mes parents aux apparences. Frank et Martha Johnson étaient des piliers respectés de notre communauté. Papa, directeur de banque, et maman, présidente de l'association des parents d'élèves, PTA, et du comité de collecte de fonds de l'église. Derrière notre porte d'entrée parfaite, cependant, vivait une famille étouffant sous le poids des attentes. Les règles de mon père étaient sans compromis, les standards de ma mère impossibles à atteindre. Les Johnson ne déçoivent pas, disait papa chaque fois que je ramenais un A au lieu d'un A+. Les gens regardent toujours, me rappelait maman en rajustant ma robe du dimanche avant l'église. Les murs de ma chambre étaient peints en jaune pâle, une couleur appropriée pour une jeune fille, selon maman, bien que je rêvais du violet profond que j'avais vu dans la chambre de ma meilleure amie Anna. Ma bibliothèque contenait des classiques approuvés par mes parents, les quelques romans pour jeunes adultes que j'aimais étant cachés sous mon matelas avec le maquillage qu'Anna m'avait offert pour mon 16e anniversaire. Tu sais, nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour toi, Leverne, disait-il après chaque sermon sur le comportement adéquat, les amis appropriés et les dangers qui rôdaient dans le monde, prêts à faire dérailler l'avenir d'une jeune femme. Leur version du « mieux » signifiait pas de bal de l'école, pas de rendez-vous amoureux sauf s'ils étaient chaperonnés, et certainement aucune discussion sur les garçons ou les relations. Puis Jacques Martinez a été transféré dans notre lycée en classe de première. Grand, avec des yeux bruns bienveillants et une confiance tranquille, il n'était pas comme les autres garçons qui semblaient soit intimidés par la réputation de mes parents, soit désireux de briser « la princesse de glace », comme certains m'avaient cruellement surnommé. Jacques était assis à côté de moi en cours de chimie avancée, AP, partageant ses notes quand je manquais un jour à cause de la grippe, ne cherchant jamais plus que de l'amitié jusqu'à ce que je sois prête. Notre première conversation en dehors des cours a eu lieu à la bibliothèque. Je faisais des recherches pour un exposé d'histoire quand Jacques s'est approché de ma table. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-il, sa voix douce dans l'espace silencieux. « C'est un pays libre », répondis-je, essayant de paraître décontracté malgré mon cœur qui battait la chamade. Nous avons parlé de livres ce jour-là, découvrant un amour commun pour la science-fiction qui nous a tous les deux surpris. « Tu n'as pas l'air d'être du genre science-fiction », admit-il. « Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur moi », répliquai-je, ressentant quelque chose d'inhabituel, la liberté d'être moi-même. Notre relation s'est développée dans des moments volés, des sessions d'études que mes parents croyaient obligatoires par l'école, des conversations dans les 10 minutes avant le premier cours, des mots passés en classe. Jacques respectait mes limites et ne m'a jamais poussé à défier ouvertement mes parents. Quand il m'a finalement demandé d'être sa petite amie, c'était en sachant que notre relation devrait rester secrète. « Je ne veux pas causer de problème entre toi et ta famille, » dit-il. « Mais je ne peux pas non plus prétendre que je ne tiens pas à toi. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi quelque chose pour moi-même. » Nous nous sommes fréquentés dans l'ombre, nous retrouvant à la bibliothèque municipale, faisant des promenades dans des parcs à 2 villes de là, partageant des milkshakes dans des dîners où personne de Mapleton ne nous verrait. Mon amie Anna et son petit ami Malik sont devenus nos alibis et nos confidents, nous 4 créant un petit monde où je pouvais respirer. La grand-mère de Jacques, Héloïse, est devenue une autre alliée inattendue. Veuve vivant seule dans une petite maison de style artisan remplie de livres et d'une odeur de cannelle, elle m'a accueilli sans jugement la première fois que Jacques m'a emmené chez elle. « Toute fille qui fait sourire mon petit-fils comme ça est la bienvenue ici », dit-elle, nous servant des biscuits faits maison et me demandant quels étaient mes rêves pour l'avenir, une question que mes parents n'avaient jamais posée sans y attacher des réponses prescrites.
L'été avant la terminale a fleuri de possibilités. Jacques travaillait dans l'entreprise de construction de son oncle, économisant de l'argent pour l'université. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque municipale, me constituant un CV que mes parents approuvaient, tout en postulant secrètement à des universités au-delà des 3 universités conservatrices qu'ils avaient choisies. Nous rêvions d'aller dans des écoles proches l'une de l'autre, de construire des avenirs où nous pourrions être ensemble ouvertement. La nuit où tout a changé, il faisait inhabituellement chaud pour un mois de septembre. Jacques et moi étions allés à un groupe d'études chez Anna, un vrai cette fois, avec Malik et 3 autres étudiants se préparant pour les SAT. En me raccompagnant à mi-chemin comme il le faisait toujours, Jacques s'est arrêté sous un lampadaire, la lueur dorée illuminant son visage alors qu'il me disait qu'il m'aimait pour la première fois. Je n'ai jamais dit ça à personne avant, a-t-il avoué, mais je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Dans ce moment de bonheur parfait, où je me sentais vraiment vu et apprécié, je l'ai embrassé sans me soucier de qui pourrait passer en voiture. 2 semaines plus tard, quand mes règles ne sont pas venues, ce souvenir est devenu à la fois un trésor et un tourment. Le test de grossesse que j'ai acheté dans une ville à 30 km de là, portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball malgré le temps nuageux. Je l'ai fait dans les toilettes d'une station-service, les mains tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber. Ces 2 lignes roses sont apparues presque immédiatement, faisant s'effondrer mon monde si soigneusement construit. Jacques a été stupéfait quand je le lui ai dit, son visage pâlissant avant que la détermination ne remplace le choc. On va trouver une solution, a-t-il promis, prenant mes mains dans les siennes. Je suis là, quoi que tu décides. Nous avons passé des heures à parler dans le jardin de sa grand-mère, pesant des options pour lesquelles aucun de nous n'était préparé, l'adoption, élever l'enfant ensemble, la possibilité que j'avais brièvement envisagée puis écartée de ne pas poursuivre la grossesse. Jacques ne m'a jamais mise sous pression, me rassurant seulement que ma décision serait la nôtre. « Je veux ce bébé », ai-je finalement murmuré, les larmes coulant sur mon visage. « J'ai peur, mais je veux notre enfant. » Jacques m'a serré fort contre lui, son rythme cardiaque régulier contre mon oreille. « Alors nous serons parents », dit-il simplement. « Je travaillerai plus d'heures, je demanderai des bourses, tout ce qu'il faudra. On y arrivera. » Sa grand-mère, Héloïse, nous a trouvés là, son visage ridé s'adoucissant à la vue de nos joues tachées de larmes. Sans que nous ayons dit un mot, elle semblait comprendre. « La vie suit rarement nos plans », dit-elle en s'asseyant à côté de nous sur le banc de jardin. Mais parfois, ces surprises deviennent nos plus grandes bénédictions. Guidés par sa sagesse, nous avons élaboré un plan provisoire. Nous finirions le lycée. Jacques continuerait de travailler pour son oncle pendant que je trouverais un travail à temps partiel. Héloïse nous a offert sa chambre d'amis aussi longtemps que nécessaire. L'étape finale, la plus intimidante, serait de le dire à mes parents. Ils doivent savoir, Leverne, dit Jacques doucement. Peut-être qu'ils te surprendront. Je me suis accroché à ce mince espoir en répétant ce que j'allais dire, en répétant des mots qui pourraient combler le gouffre entre les attentes de mes parents et ma réalité. Au fond de moi, sous des couches de doute et de peur, vacillait une petite flamme d'optimisme. C'étaient mes parents. Malgré leur sévérité, leur obsession des apparences, leur amour pour moi l'emporterait sûrement. Ils n'abandonneraient sûrement pas leur fille unique au moment où elle avait le plus besoin d'eux. Comme je me trompais terriblement. J'ai choisi un dimanche soir pour leur annoncer, pensant que le jour du culte pourrait inspirer la compassion. Papa venait de finir son café d'après-dîner. Maman rangeait les dernières assiettes. Le salon, avec ses meubles formels et ses photos de famille affichant notre bonheur soigneusement construit, semblait soudainement suffocant. « Je dois vous parler de quelque chose d'important », dis-je, ma voix étonnamment stable malgré le tremblement de terre de peur à l'intérieur de moi. Le sourire de maman se crispa à mon ton sérieux. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Y a-t-il un problème avec tes candidatures à l'université ?» Papa baissa son journal, ses yeux se plissant légèrement. « Tes notes n'ont pas baissé, n'est-ce pas ? Harvard n'acceptera rien de moins que l'excellence. » Je n'avais pas postulé à Harvard. C'était leur rêve, pas le mien. Mais ce n'était pas le moment pour cette discussion. Non, ce n'est pas à propos de l'université ou des notes. Je pris une profonde inspiration, le visage encourageant de Jacques dans mon esprit. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi était absolu, comme si tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. J'ai vu le visage de ma mère se vider de sa couleur, celui de mon père devenir de plus en plus rouge. « C'est impossible », murmura finalement maman. « Tu ne sors pas avec des garçons. »
Nous ne le permettons pas, je vois quelqu'un. Il s'appelle Jacques Martinez. Nous sommes ensemble depuis presque 1 an. Papa se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière, le fracas me faisant sursauter. Martinez. Un de ces garçons hispaniques du quartier est... C'est une bonne personne, dis-je, la colère perçant à travers la peur. Sa grand-mère a proposé de nous aider. Nous allons garder le bébé. La tasse de thé de maman glissa de sa main, se brisant contre le parquet. Aucun de nous ne bougea pour nettoyer. Le garder? La voix de papa monta jusqu'à devenir un cri. As-tu perdu la tête? As-tu la moindre idée de ce que cela fera à notre réputation, à ton avenir? Franck, avertit maman, regardant nerveusement les fenêtres comme si les voisins pouvaient écouter. Non, Martha. Notre fille s'est faufilée, nous a menti en face, a jeté tout ce pour quoi nous avons travaillé. Il se tourna vers moi, pointant un doigt qui semblait me repousser physiquement contre le canapé. Qui d'autre est au courant de ça? Juste Jacques et sa grand-mère, et Anna. Cette fille, marmonna maman. Je savais qu'elle était une mauvaise influence. Anna a été une véritable amie, me défendis-je. Contrairement aux filles avec qui vous avez essayé de me forcer à être amie à cause de l'adhésion de leurs parents au country club. Papa frappa sa main sur la table basse. N'ose pas prendre ce ton avec nous. Pas après ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Tomber amoureuse. Faire une erreur? Oui, ce n'était pas prévu, mais ça arrive. Et j'essaie d'être responsable à ce sujet. Responsable? Maman rit, un son amer que je n'avais jamais entendu de sa part. Responsable aurait été de suivre nos règles. Responsable aurait été de te respecter assez pour te préserver pour le mariage. Comme vous l'avez fait, les mots m'échappèrent avant que je puisse les arrêter. Le secret de famille que j'avais surpris des années auparavant lors d'une dispute entre mes parents. Leur mariage précipité, ma naissance 7 mois plus tard. La main de maman rencontra ma joue. La gifle résonna dans la pièce soudainement silencieuse. Elle ne m'avait jamais frappé auparavant. Le choc me fit monter les larmes aux yeux. Comment oses-tu, murmura-t-elle, la voix tremblante. Papa arpentait la pièce, passant ses mains dans ses cheveux clairsemés. Le fils des Richardson vient de devenir associé junior dans son cabinet d'avocat. La fille des Wilson a obtenu 7 bourses pour Yale. Et qu'allons-nous dire aux gens à ton sujet? Que tu n'as pas su garder tes jambes fermées et que tu as gâché ta vie pour un garçon mexicain. Il est né et a grandi ici, en Amérique. Et il s'appelle Jacques. Je me fiche qu'il s'appelle Jacques ou Jésus lui-même. Ça s'arrête maintenant. Papa arrêta de faire les 100 pas, sa décision apparemment prise. Tu appelleras une clinique demain. Martha t'y emmènera. Nous dirons que tu as un virus à l'estomac. On te gardera à la maison quelques jours et cette erreur sera effacée. Non. Le mot sortit plus fort que je ne l'attendais. Je garde mon bébé. Alors tu ne peux pas rester dans cette maison. Sa voix était froide. Définitive. Maman halta. Franck. Non, Martha. Elle a fait son choix. Si elle veut gâcher sa vie, elle ne le fera pas sous notre toit ou avec notre soutien. Je regardais ma mère, espérant une intervention, mais elle fixait la tasse de thé brisée sur le sol, les épaules affaissées par la défaite. Tu as 24 heures pour faire tes valises et partir, continua papa. Ne dis à personne pourquoi tu pars. Nous nous occuperons de l'histoire. Vous choisissez votre réputation plutôt que votre propre fille et votre petit enfant. Ma voix se brisa sur le dernier mot. Tu as choisi ce garçon plutôt que ta famille et ton avenir, rétorqua-t-il. Les actions ont des conséquences, Leverne. Il est temps que tu l'apprennes. Ils me laissèrent assise seule dans le salon. Maman suivit papa à l'étage sans un regard en arrière. J'appelai Jacques depuis le téléphone fixe de la cuisine, chuchotant à travers mes larmes. Il proposa de venir immédiatement pour affronter mes parents avec moi, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Héloïse dit de venir directement là-bas, me dit-il. La chambre d'amis est déjà en train d'être vidée. Cette nuit-là dans ma chambre d'enfant me parut surréaliste. J'ai fait mes bagages méthodiquement, ne sélectionnant que ce qui était vraiment à moi. Des vêtements, quelques livres, les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés. J'ai laissé les photos de famille derrière moi. Elles semblaient appartenir à des personnes différentes maintenant. Vers minuit,
j'ai entendu des pas légers devant ma porte. Maman, peut-être, venant offrir du réconfort ou une reconsidération. Les pas s'arrêtèrent, puis se retirèrent. Au matin, j'ai compris ce moment comme la parfaite métaphore de l'amour de ma mère, présent mais peu disposé à franchir des seuils qui pourraient perturber sa vie soigneusement construite. Au petit déjeuner, mes parents agirent comme si j'étais déjà parti, discutant de leurs emplois du temps quotidien sans m'adresser la parole. Papa est parti au travail sans dire au revoir. Maman s'est occupée de la lessive, n'apparaissant que lorsque Jacques est arrivé pour aider avec mes sacs. Madame Johnson, dit-il poliment, tendant la main. Je veux que vous sachiez que je prendrai soin de votre fille et de notre bébé. J'aime le Verne. Maman regarda sa main tendue comme si elle était contaminée. Si vous l'aimiez, vous n'auriez pas ruiné sa vie. Elle se tourna vers moi. Ne reviens pas à moins que tu n'aies réglé cette situation. La grand-mère de Jacques attendait dans son vieux break au bord du trottoir, son expression empreinte de tristesse plutôt que de jugement alors qu'elle me regardait jeter un dernier regard sur la seule maison que j'avais jamais connue. Aucun rideau ne bougea, aucune porte ne s'ouvrit pour un dernier au revoir. Avec mes quelques biens chargés dans la voiture, j'ai laissé derrière moi non seulement une maison, mais l'illusion d'un amour inconditionnel à laquelle je m'étais accroché malgré des années de preuves du contraire. La famille devrait se soutenir dans les moments difficiles, dit Héloïse doucement alors que nous nous éloignions. Mais parfois, mon enfant, la famille que nous construisons compte plus que celle dans laquelle nous sommes nés. Je ne pouvais pas répondre à travers mes larmes, la finalité de ce qui venait de se passer m'oppressant la poitrine. 17 ans, enceinte, reniée, des étiquettes qui n'avaient jamais fait partie de mon avenir planifié définissaient soudainement mon présent. Leur poids aurait pu me briser complètement sans la main de Jacques tenant la mienne, la force tranquille de sa grand-mère et la petite vie en moi qui nous unissait tous. La maison d'Héloïse est devenue mon sanctuaire, un lieu de courtes pointes usées, de planchers qui craquent et d'acceptation inconditionnelle. Ma première nuit là-bas, elle m'a montré une petite chambre avec du papier peint floral délavé et une courte pointe faite à la main. Ce n'est pas luxueux, s'excusa-t-elle, mais c'est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. C'est parfait, murmurai-je, submergé par sa gentillesse. Retourner à l'école le lendemain a nécessité un courage que je ne savais pas posséder. Les rumeurs se sont propagées rapidement malgré nos efforts de discrétion. Les chuchotements me suivaient dans les couloirs, les regards me brûlant le dos pendant les cours. Les expressions de certains professeurs sont passées du respect à la déception, comme si mes réussites scolaires avaient été effacées par ma grossesse. Le proviseur Wilson m'a convoqué dans son bureau pendant la 2e heure. Votre situation, commença-t-il maladroitement, soulève des inquiétudes quant à l'exemple que vous donnez aux autres élèves. Ma situation, répondis-je calmement, n'affecte pas ma capacité à apprendre ou à terminer mes travaux scolaires. Néanmoins, peut-être que notre programme d'éducation alternative serait plus approprié. Le programme alternatif était là où ils envoyaient les élèves ayant des problèmes de comportement ou des échecs scolaires. Mes notes n'avaient jamais été inférieures à un A. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, le titre 9 interdit la discrimination contre les étudiantes enceintes. J'ai le droit de continuer dans mes classes régulières. Merci, Anna, pour cette recherche. Il parut surpris de ma connaissance du droit de l'éducation. Très bien, mais comprenez que certains privilèges pourraient devoir être reconsidérés. Ces privilèges incluaient ma place dans l'équipe du décathlon académique et ma candidature au titre de major de promotion, des réussites pour lesquelles j'avais travaillé des années. J'ai quitté son bureau avec mon emploi du temps intact, mais ma foi en l'équité institutionnelle brisée. Anna et Malik sont devenus mes boucliers contre la cruauté des chuchotements de couloir. Ils m'encadraient entre les cours, partageaient leurs notes lorsque les nausées matinales m'obligeaient à aller aux toilettes, et me défendaient farouchement face aux autres. Elle est 2 fois plus intelligente que n'importe lequel d'entre vous, a lancé Anna à un groupe de filles qui avaient ouvertement bavardé. Et 10 fois plus courageuse. Certains amis ont disparu immédiatement, y compris Sarah Thompson, dont ma mère avait cultivé l'amitié en raison du poste de son père au conseil d'administration de l'hôpital. D'autres maintenaient une distance prudente, partagée entre la pression sociale et une préoccupation sincère. Ma professeure de calcul, Madame Rodriguez, est devenue une alliée inattendue. Ma mère avait 16 ans quand elle m'a eu, a-t-elle partagé après un cours un jour. Le discours de major de promotion qu'elle n'a jamais pu prononcer est la raison pour laquelle je suis devenue enseignante. Elle m'a glissé des informations sur des bourses d'études pour étudiants par an et a offert sa salle de classe pour le déjeuner lorsque la cafétéria devenait trop écrasante. Jacques menait ses propres batailles.
des coéquipiers qui faisaient des blagues grossières, des entraîneurs qui remettaient en question son engagement. Contrairement à moi, il les affrontait directement. « Je vais être père », déclarait-il fièrement. « Quiconque a un problème avec ça peut me le dire en face. » Peu l'ont fait. La force tranquille de Jacques avait toujours commandé le respect, et son refus d'avoir honte de me soutenir n'a fait qu'accroître l'estime de ceux dont l'opinion comptait vraiment. Après l'école, je travaillais des quarts de 4 heures au Délit Grain, un café à 15 minutes de ma peloton. La propriétaire, Diana, m'a embauché malgré, ou peut-être à cause de, ma situation. J'ai eu ma fille à 19 ans, m'a-t-elle dit lors de mon entretien. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une personne qui vous donne une chance. Entre l'école et le travail, je m'effondrais chaque soir dans le lit d'amis d'Héloïse. Épuisé mais déterminé. Jacques travaillait des heures encore plus longues sur le chantier de son oncle, rentrant à la maison avec des mains calleuses et des jeans éclaboussés de peinture, mais jamais de plainte. Nous étudions ensemble après nos quarts de travail, déterminés à ne pas laisser nos notes en pâtir. L'argent que nous économisions allait sur un compte joint intitulé « Fonds bébé ». Nous recherchions les coûts de manière obsessionnelle. Couches, les materniser, visites chez le pédiatre, les chiffres nous submergeant parfois. Lors d'une crise de larmes, j'ai avoué ma peur que nous soyons naïfs. Peut-être que mes parents ont raison. Peut-être qu'on ne peut pas faire ça. Héloïse, entendant de la cuisine, nous a rejoints à table. Des gens ont élevé des enfants avec bien moins que ce que vous avez, dit-elle fermement. Vous avez un toit sur la tête, des emplois, une éducation et, surtout, l'un l'autre. Le bébé se fichera des vêtements de marque ou des meubles de luxe, il voudra juste de l'amour. À 16 semaines, nous avons vu notre bébé à l'échographie pour la première fois. Le rythme cardiaque rapide a rempli la salle d'examen, faisant monter les larmes aux yeux de Jacques. « C'est notre enfant », murmura-t-il avec admiration. « Notre vrai enfant. » La technicienne sourit à notre émotion. « Voulez-vous connaître le sexe ?» Nous nous sommes regardés et avons hoché la tête simultanément. « C'est un garçon », nous a-t-elle dit. « Un fils. » La réalité de son existence s'est solidifiée à ce moment-là. Pas seulement une idée ou une cause de bouleversement, mais une personne. Notre personne. Nous avons commencé à l'appeler Daniel, d'après le grand-père de Jacques, planifiant sa chambre d'enfant dans le coin de notre petite chambre, imaginant son avenir. Puis est arrivé le jeudi qui a divisé ma vie en avant et après. Je travaillais le quart de fermeture au Délit Grain quand Anna a fait irruption, le visage cendré. « Il faut que tu viennes maintenant », dit-elle, s'agrippant au comptoir. C'est Jacques. Le trajet jusqu'à l'hôpital du comté s'est déroulé dans un flou de sirènes hurlantes et de prières sans réponse. Jacques était tombé d'un échafaudage sur le chantier de construction, expliqua Anna entre deux sanglots. 3 étages, blessure à la tête, chirurgie. La salle d'attente était déjà remplie de la famille élargie de Jacques lorsque nous sommes arrivés. Son oncle Raoul faisait les 100 pas tandis que sa tante Teresa serrait un chapelet. Héloïse était assise seule dans un coin, ses épaules habituellement droites courbées par le chagrin. Quand elle m'a vu, elle a ouvert ses bras sans un mot. Les heures se sont confondues alors que nous attendions des nouvelles. Vers minuit, un chirurgien en blouse tachée de sang s'est approché. Les prochaines 24 heures sont critiques, a-t-il expliqué doucement. Il y a un édème cérébral important. Nous avons provoqué un coma artificiel pour aider à le gérer. Mais il va se réveiller, n'est-ce pas, demandai-je, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles. Il ira bien. L'hésitation du chirurgien m'a tout dit. Nous faisons tout notre possible. Pendant 2 semaines, j'ai vécu à l'hôpital, ne partant que pour des douches rapides chez Héloïse et les heures de cours obligatoires. Ma grossesse a atteint 18 semaines alors que Jacques restait inconscient, des machines respirant pour lui, des moniteurs suivant une vie qui semblait lentement s'échapper. Je lui parlais constamment, tenant sa main inerte, lui parlant de notre fils, des plans pour la chambre d'enfant, de l'avenir que nous aurions ensemble. Sa famille se relayait pour s'asseoir avec moi, apportant de la nourriture que je ne pouvais pas manger, partageant des histoires de l'enfance de Jacques qui me le faisaient aimer encore plus. Le 14e jour, Jacques a développé une pneumonie. Son système déjà affaibli ne pouvait pas combattre l'infection. Je dormais dans le fauteuil à côté de son lit quand les alarmes ont commencé à retentir. Le personnel médical s'est précipité, me poussant dans le couloir pendant qu'ils se battaient pour le sauver. Ils n'ont pas pu. À 3h17 du matin, un mardi, Jacques Martinez, mon premier amour, le père de mon enfant, mon partenaire face à un avenir incertain,
est mort sans jamais avoir repris connaissance. Il avait 17 ans. Le monde s'est effondré en un seul point de douleur, si aigu que je ne pouvais pas respirer autour d'elle. Les bras d'Héloïse m'ont encerclé alors que je hurlais, le son à peine humain. À ce moment-là, j'ai détesté tout le monde, les médecins qui n'ont pas pu le sauver, mes parents qui nous avaient abandonnés, même Jacques lui-même pour m'avoir laissé seul. Surtout, j'ai détesté l'univers pour sa cruauté, pour m'avoir donné quelqu'un qui m'aimait vraiment seulement pour me le reprendre. Dans les profondeurs de cette haine, une pensée troublante a fait surface. C'était peut-être une punition pour ma défiance, pour avoir choisi l'amour plutôt que l'obéissance, pour avoir cru que je méritais le bonheur à mes propres conditions. Les jours qui ont suivi se sont déroulés dans un brouillard de chagrin. Les funérailles de Jacques ont été suivies par presque toute l'école, même ceux qui avaient chuchoté dans notre dos. Le proviseur Wilson a parlé du caractère et du potentiel de Jacques. Des professeurs ont partagé des histoires sur sa gentillesse et son intelligence. Des amis ont rappelé son humour discret et sa loyauté indéfectible. J'étais assise à côté d'Héloïse, toutes deux brisées de différentes manières, écoutant des étrangers définir le garçon que nous avions aimé. Mes parents ne sont pas venus, bien que je ne m'y attendais pas. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point leur absence faisait peu de mal comparée à celle de Jacques. Certains vides éclipsent tous les autres. En retournant chez Héloïse après, je me suis retrouvé dans notre chambre, maintenant juste ma chambre, à regarder le coin où le berceau aurait dû être. L'avenir que nous avions prévu s'était évaporé comme une brume matinale, ne laissant que des questions sans réponse. Comment élèverais-je notre fils seul? Comment pourrais-je être à la fois mère et père? Comment lui expliquerais-je que son père avait été extraordinaire, mais qu'il ne le connaîtrait qu'à travers des histoires? Cette nuit-là, des crampes m'ont réveillé d'un sommeil agité. Une douleur aiguë irradiait à travers mon abdomen, mon bas du dos, me saisissant par spasmes qui me laissaient haletante. Quand j'ai allumé la lampe, les draps sous moi étaient tachés de sang. Héloïse, mon cri la fit accourir. Le médecin des urgences a confirmé ce que je savais déjà dans mon cœur. Le stress, le chagrin, les nuits blanches avaient eu raison de moi. À 21 semaines, j'ai perdu le dernier morceau de Jacques qu'il me restait. Notre fils Daniel, qui ne respirerait jamais et ne saurait jamais à quel point il avait été désiré. Allongé dans le lit d'hôpital après, vide dans tous les sens du terme, je me suis demandé s'il était possible de mourir d'une accumulation de pertes. Jacques, notre bébé, mes parents, ma maison, mon avenir soigneusement planifié. Tout ce qui m'avait défini ou donné un sens à ma vie avait disparu. Appelle mes parents, ai-je murmuré à Héloïse, un dernier appel désespéré au réconfort de la famille. S'il te plaît, il devrait savoir. Elle a passé l'appel depuis le téléphone à côté de mon lit. J'ai regardé son visage changer pendant qu'elle parlait, les rides se creusant autour de sa bouche. Je comprends, a-t-elle finalement dit avant de raccrocher. La pitié dans ses yeux m'a tout dit. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas? Elle prit ma main. Ta mère a dit qu'ils étaient désolés pour ta perte, mais qu'ils pensaient que c'était pour le mieux. Que maintenant tu pouvais retourner sur le chemin qu'ils avaient prévu pour toi. Pour le mieux. La mort de leur petit enfant était pour le mieux. Quelque chose s'est durci en moi. Puis, une coquille protectrice s'est formée autour de ce qui restait de mon cœur. À ce moment-là, je me suis fait de promesses, je survivrai à cela, et je ne chercherai plus jamais l'approbation de personne qui pouvait trouver une bénédiction dans ma plus profonde douleur. Les semaines qui ont suivi ma fausse couche se sont confondues en un cycle monotone d'existence mécanique. Se réveiller, aller à l'école, travailler, dormir, recommencer. Je me déplaçais dans la vie comme un fantôme, présente physiquement mais absente de toutes les manières qui comptaient. Diana m'a permis de travailler dans l'arrière-salle du Daily Grain, m'épargnant les interactions avec les clients que je ne pouvais pas gérer. Anna m'apportait mes devoirs et mes notes, s'asseyant en silence à côté de moi pendant les déjeuners que je ne pouvais pas manger. Héloïse s'assurait que je prenais des vitamines prénatales, ton corps a besoin de guérir, et laissait des assiettes de nourriture devant ma porte quand je ne pouvais pas affronter la table du dîner. Leurs soins m'entouraient comme un cocon, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Le vide où mon enfant avait été semblait s'étendre chaque jour, consumant plus de moi jusqu'à ce que je me demande s'il resterait quoi que ce soit. Le docteur Chen, l'obstétricienne qui m'a soigné après la fausse couche, a appelé 3 fois avant que je ne réponde à ses messages. Je suis inquiète pour toi, Leverne, a-t-elle dit quand j'ai finalement répondu. Le deuil peut se manifester physiquement s'il n'est pas traité. Je vais bien, ai-je menti automatiquement. Non,
tu ne vas pas bien. Et c'est tout à fait normal après ce que tu as vécu. Sa franchise m'a surprise. J'aimerais que tu viennes la semaine prochaine. Nous devrions vérifier ta récupération physique et je peux te recommander des ressources pour un soutien émotionnel. J'ai accepté, principalement pour mettre fin à la conversation, mais je me suis retrouvé dans son cabinet le mardi suivant. Quoi qu'il en soit, l'examen clinique a confirmé que ma guérison physique progressait normalement. La conversation qui a suivi a été plus difficile. « As-tu parlé de ta perte à des gens ?» demanda-t-elle doucement. « Quelques-uns. La famille de Jacques le sait. Mon amie Anna, ma patronne. Et tes parents ? » La question a rouvert des blessures à peine cicatrisées. Ils savent. Ils ont choisi de ne pas venir quand j'étais hospitalisé. L'expression du docteur Chen est restée neutre. Professionnel. Et comment gères-tu ce rejet en plus de tes autres pertes ? Je ne le gère pas, ai-je admis. J'existe, c'est tout. Elle a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Le deuil n'est pas linéaire, le Verne. Il ne suit pas un calendrier ou un schéma bien défini, mais il exige d'être reconnu. Elle m'a donné une carte pour un groupe de soutien pour la perte de grossesse et une autre pour un thérapeute spécialisé dans les traumatismes chez les adolescents. Les 2 cartes sont allées dans mon portefeuille et y sont restées, intactes. L'idée de verbaliser ma douleur à des étrangers me semblait impossible. Au lieu de cela, je me suis plongé dans mes études avec une ferveur qui a inquiété mes professeurs. Les notes parfaites sont devenues mon obsession, comme si l'excellence académique pouvait combler le vide en moi. Si je ne pouvais pas avoir Jacques ou notre bébé, j'aurais au moins l'avenir qu'il croyait que je méritais. Madame Rodriguez m'a arrêté après un cours un jour de fin avril. « Tu te pousses trop », dit-elle sans détour. « Ton travail est impeccable, mais à quel prix ? » « C'est tout ce qui me reste, ai-je répondu, la vérité s'échappant avant que je puisse l'arrêter. « Ce n'est pas vrai, le Verne. Tu t'as toi-même, et d'après ce que j'ai vu, c'est quelqu'un d'exceptionnel. » Ces mots ont trouvé une fissure dans mon armure. Je ne sais plus qui je suis. Tout ce que j'avais prévu d'être a disparu. Alors c'est ton occasion de te redéfinir. Elle m'a tendu une demande de bourse pour un programme Femmes en STEAM. La date limite est la semaine prochaine. J'ai déjà écrit ta lettre de recommandation. Cette nuit-là, j'ai parlé de la bourse à Héloïse. C'était la plus longue conversation que nous avions eue depuis des mois. C'est à l'université de Pacific Coast, expliquai-je. Frais de scolarité complet pour 4 ans si je me spécialise en sciences ou en médecine. C'est à plusieurs heures d'ici, nota-t-elle, ses mains occupées à tricoter, une habitude qu'elle avait reprise depuis la mort de Jacques. Je pensais que c'était peut-être une bonne chose. Un nouveau départ, ailleurs. Elle posa son tricot. C'est ce que tu veux, mon enfant ? Partir ? La question m'a forcé à examiner des sentiments que j'avais évités. Je ne peux pas rester ici, Héloïse. Tout me rappelle Jacques, le bébé et mes parents. J'ai laissé ma phrase en suspens, incapable d'articuler la douleur que leur rejet me causait encore. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, dit-elle doucement. Parfois, la distance est le seul moyen de trouver une perspective. Serais-tu en colère si j'y allais ? Elle tendit la main sur la table pour prendre la mienne. Jacques aimait ton indépendance et ta détermination. Comment pourrais-je être en colère contre toi pour avoir montré ces mêmes qualités ? Ses yeux s'emplirent de larmes. D'ailleurs, mon garçon ne me le pardonnerait jamais si j'entravais ton avenir. La mention de Jacques sans la dévastation qui l'accompagnait ressemblait à un progrès, une minuscule indication que peut-être un jour, les souvenirs de lui apporteraient du réconfort plutôt qu'une douleur insupportable. Avec la bénédiction d'Héloïse, j'ai rempli la demande de bourse. Quand la lettre d'acceptation est arrivée en juin, elle a fait naître le premier vrai sourire sur mon visage depuis des mois. L'université de Pacific Coast me voulait, non pas comme la fille enceinte, la petite amie en deuil ou la fille rejetée, mais comme une étudiante avec du potentiel. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec des émotions inattendues. J'avais terminé 2e de ma classe, manquant de peu le titre de major de promotion en raison de mes problèmes d'assiduité pendant l'hospitalisation de Jacques. Une décision que le proviseur Wilson a annoncée avec un soulagement transparent que je ne représenterai pas l'école depuis la tribune. Anna, diplômée 4e, a serré ma main pendant la cérémonie. C'est leur perte, murmura-t-elle alors qu'Ashley Collins prononçait un discours oubliable sur les avenirs et les rêves.
Mon nom annoncé au haut-parleur a suscité des applaudissements épars et quelques acclamations distinctes, la voix chevrotante d'Héloïse, le beuglement profond du père d'Anna, les cris de Diana et du personnel du café depuis le fond de la salle. Les espaces vides où mes parents auraient dû être piqués moins que je ne l'avais prévu. Leur absence physique ne faisait que confirmer l'abandon émotionnel que j'avais déjà traité. Après la cérémonie, alors que les familles se rassemblaient pour des photos et des célébrations, les parents d'Anna ont insisté pour que je me joigne à leurs photos. Nous sommes si fiers de vous deux, a dit Madame Thomas, son bras autour de mes épaules. Contre toute attente, regardez ce que vous avez accompli. Contre toute attente, en effet. 6 mois plus tôt, j'avais prévu d'être diplômé avec Jacques à mes côtés et notre bébé grandissant en moi. Maintenant, je me tenais seul, façonné différemment par le deuil, mais toujours debout. Alors que l'été commençait, j'ai dû faire face à une autre décision difficile. On avait diagnostiqué à Héloïse une insuffisance cardiaque à un stade précoce. Son médecin lui a recommandé un mode de vie moins stressant et la mise en garde contre le fait de vivre seule. Ma sœur en Arizona me demande de déménager chez elle depuis des années, m'a-t-elle dit au petit déjeuner. Son appartement a beaucoup d'espace, et le climat sec serait bon pour mon arthrite. Tu quittes ma peloton. La pensée de la perdre elle aussi a créé une nouvelle panique. Je pense qu'il est temps, non? Trop de fantômes ici pour nous deux. Elle avait raison, bien sûr. Cette maison, cette ville, contenait plus de douleur que de réconfort maintenant. Mais son départ couperait mon dernier lien avec Jacques, avec la famille que nous avions presque créée. Et la maison, demandai-je, regardant autour de la petite maison qui m'avait abrité quand ma propre famille ne l'avait pas fait. C'est ce dont je voulais discuter avec toi, Leverne. Héloïse posa sa tasse de thé. Je la mets à ton nom. Quoi? Non, je ne peux pas accepter ça. Tu peux et tu le feras, dit-elle fermement. Jacques aurait voulu que tu aies la sécurité. Considère cela comme son héritage et mon cadeau. Mais tes frais médicaux, ton avenir. Tout est pris en charge, m'a-t-elle assuré. L'assurance et la pension de mon défunt mari sont tout à fait adéquates. Cette maison est payée. Les impôts sont gérables. Elle peut être ta base pendant que tu es à l'université et peut être une propriété locative par la suite pour te fournir un revenu. J'ai essayé plusieurs fois de refuser, mais Héloïse était aussi têtue que son petit-fils l'avait été. En juillet, les papiers étaient signés, faisant de moi, à 18 ans, une propriétaire. La responsabilité me terrifiait et manquerait simultanément, un avenir tangible à construire. Avant de partir pour l'Arizona, Héloïse m'a fait un dernier cadeau. Une boîte contenant des photographies, des lettres et des souvenirs de la vie de Jacques. Pour quand tu seras prête, dit-elle. Et pour la mémoire de Daniel aussi. Certaines histoires ne devraient pas être oubliées, même quand elles se terminent trop tôt. Nous avons pleuré ensemble cette dernière nuit, pas seulement pour Jacques et le bébé, mais pour l'unité familiale que nous avions brièvement formée dans la crise. Tu es ma petite fille de toutes les manières qui comptent, m'a-t-elle dit. La distance ne changera rien à ça. Après son départ, je suis resté seul dans la maison silencieuse, entouré de souvenirs, mais tourné vers l'avenir. La bourse pour l'université de Pacific Coast m'attendait. Mes maigres économies du Daily Grain aideraient à couvrir les dépenses non couvertes. Le chemin à parcourir n'avait rien à voir avec ce que j'avais prévu, mais il était à moi de le parcourir. Je n'ai jamais parlé à personne d'autre de la fausse couche. Dans ma nouvelle vie à l'université, je suis devenu simplement Leverne Johnson, étudiante en soins infirmiers, chercheuse sérieuse, personne privée. Pas la lycéenne enceinte, pas la petite amie en deuil, pas la fille jugée indigne de pardon. Ce n'était pas du déni, mais de la survie, créer un espace pour guérir sans rappel constant de la perte. Ce n'est que dans le calme de la maison d'Héloïse pendant les vacances semestrielles que je me permettais de me demander à quoi aurait ressemblé l'enfant qui ne serait jamais. Aurait-il eu les yeux doux de Jacques, mon menton têtu? Son rire aurait-il été facile et pétillant ou réticent? Ces questions n'avaient pas de réponse, seulement la douleur sourde des possibilités à jamais inexplorées. L'université de Pacific Coast est devenue mon sanctuaire et mon salut. Le programme de soins infirmiers exigeait une concentration si totale que le deuil devait être compartimenté, mis de côté pendant de longues heures d'études et de stages cliniques. Pour la première fois depuis la perte de Jacques et de notre bébé, j'avais un but au-delà de la simple survie. Ma colocataire de première année, Zoé, avait les cheveux violets, de multiples piercings et une gentillesse qui m'a prise au dépourvu. Tu ne parles pas beaucoup de chez toi, a-t-elle observé un soir alors que nous étudions.
Pas grand-chose à dire, ai-je esquivé. D'accord. Mon histoire familiale est assez ennuyeuse aussi. Parents qui me soutiennent, petit frère agaçant, un golden retriever nommé Max, elle a souri. Mais si jamais tu veux les emprunter pour les vacances, ils adorent adopter les chiens errants. J'ai décliné cette première invitation de Thanksgiving, choisissant plutôt de retourner dans la maison vide de ma peloton. Debout dans ce qui avait été la cuisine de la grand-mère de Jacques, j'ai préparé une petite poitrine de dinde et j'ai parlé à voix haute au fantôme, remerciant Héloïse pour sa générosité, racontant à Jacques mes cours, promettant à Daniel que je ne l'oublierai pas. Le lendemain matin, je me suis rendu au cimetière pour la première fois depuis les funérailles. La tombe de Jacques était bien entretenue, des fleurs fraîches suggérant que sa famille la visitait régulièrement. Il n'y avait pas de stèle pour notre fils, aucune reconnaissance physique de sa brève existence. J'ai placé un petit ours en peluche bleue contre la pierre tombale de Jacques, reliant père et fils de la seule manière possible maintenant. J'essaie de construire quelque chose à partir de ce qui reste, leur ai-je dit à tous les deux. Je ne sais pas encore quoi, mais quelque chose qui en vaille la peine. En deuxième année, j'avais trouvé ma spécialisation, les soins infirmiers pédiatriques. Travailler avec des enfants me connectait à un avenir que j'avais imaginé avec Daniel, tout en honorant la nature protectrice de Jacques. Chaque petit patient devenait un substitut temporaire à l'enfant que je n'élèverais jamais. Bien que j'ai gardé cette motivation strictement pour moi. Le professeur Winters a remarqué mon affinité lors d'un stage clinique à l'hôpital pour enfants. Vous avez un don naturel avec les petits, a-t-elle commenté après m'avoir vu réconforter un enfant de 4 ans effrayé lors d'une prise de sang. Toutes les infirmières ne l'ont pas, ils méritent la douceur, ai-je répondu, surtout quand ils ont peur. Elle est devenue un mentor, recommandant des programmes de formation supplémentaires et me présentant à des administrateurs clés de l'hôpital. Sous sa direction, j'ai développé une expertise au-delà du programme standard, me positionnant pour des postes compétitifs après l'obtention de mon diplôme. La troisième année a apporté un autre tournant lorsque j'ai rencontré Thomas Reed, un interne en pédiatrie avec des yeux bienveillants et une confiance tranquille rappelant Jacques, mais entièrement sienne. Thomas m'a invité à prendre un café après que nous ayons travaillé ensemble à stabiliser un jeune patient asthmatique. Juste un café, a-t-il précisé. Sans pression. Je me suis surprise en acceptant. Notre conversation professionnelle s'est progressivement transformée en sujet personnel. Son enfance à Seattle, mes études, des livres que nous avions tous les deux appréciés. Il a demandé un deuxième rendez-vous, puis un troisième. Sortir avec quelqu'un semblait un concept étranger après des années à fermer cette partie de moi-même. Mais la patience de Thomas a permis à la confiance de se construire lentement. Lors de notre 5e rendez-vous, je lui ai finalement parlé de Jacques. Pas tout, pas encore de la grossesse ou de la fausse couche, mais du premier amour et de la perte dévastatrice. Thomas a écouté sans interruption, sans platitude. Merci de partager ça avec moi, a-t-il dit simplement. Il a l'air d'être quelqu'un que j'aurais respecté. Il t'aurait aimé aussi, ai-je répondu, la comparaison me semblant juste plutôt que déloyale. Des mois ont passé avant que je partage l'histoire complète. Nous étions assis sur la plage près du campus, les vagues fournissant un fond sonore rythmique à mon récit hésitant. Je m'attendais à de la pitié ou de l'inconfort. Au lieu de cela, Thomas a pris ma main et a posé la seule question que personne n'avait jamais posée. Quel était le nom de ton fils ? Daniel, ai-je murmuré. Son nom était Daniel. Merci de m'avoir fait confiance avec lui. Cette nuit-là a marqué un seuil franchi. Thomas n'a pas remplacé Jacques dans mon cœur, rien ne le pouvait. Mais il y a créé son propre espace, apportant des possibilités que je pensais définitivement fermées pour moi. En dernière année, nous étions devenus des partenaires au-delà de la romance. La résidence de Thomas à l'hôpital pour enfants de Pacifique se concentrait sur les communautés défavorisées, s'alignant parfaitement avec mon intérêt croissant pour des soins de santé accessibles. Ensemble, nous avons développé des programmes de sensibilisation apportant des services pédiatriques de base au quartier où les visites à l'hôpital étaient un luxe plutôt qu'une routine. La remise des diplômes approchait avec des émotions mitigées. Mes réussites me semblaient douce amère sans famille pour en être témoin. Héloïse, maintenant en fauteuil roulant mais toujours aussi vive d'esprit, a promis de faire le voyage depuis l'Arizona. Les parents de Zoé m'ont adopté dans leur plan de célébration. La famille de Thomas a envoyé des fleurs de félicitations et des invitations à visiter Seattle. Pourtant, l'absence de mes propres parents créait un vide qu'aucun substitut ne pouvait combler complètement. Dans un moment que j'ai reconnu plus tard comme une recherche de clôture,
je leur ai envoyé une invitation à ma cérémonie de remise des diplômes. L'enveloppe est revenue marquée « Retour à l'expéditeur » avec l'écriture distinctive de mon père. Thomas m'a trouvé en train de pleurer sur l'enveloppe non ouverte. Il rate l'occasion de connaître une femme extraordinaire, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. C'est leur tragédie, pas la tienne. Malgré ce rappel douloureux, le jour de la remise des diplômes est arrivé, brillant de promesses. En acceptant mon diplôme avec les plus hautes distinctions, j'ai entendu l'acclamation distinctive d'Héloïse depuis les sièges accessibles. Thomas attendait au bas de la rampe, son emploi du temps de résidence miraculeusement libre pour ce jour important. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit au dîner ce soir-là, faisant glisser un petit paquet emballé sur la table. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec 3 petites pierres de naissance, celle de Jacques, de Daniel et la mienne. « Ton passé mérite d'être honoré », expliqua Thomas, sa voix douce. « Il a façonné la femme que j'aime. » Amour. Le mot ne portait plus la peur, seulement la possibilité. Quand Thomas a fait sa demande 6 mois plus tard, mon acceptation est venue sans réserve. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie sur la plage, en présence d'Héloïse. Malgré sa santé déclinante, elle est décédée paisiblement 3 mois plus tard, ayant vécu assez longtemps pour voir ce qu'elle appelait le « bonheur renaissant de sa Leverne ». Ses funérailles m'ont mise face à la famille de Jacques pour la première fois depuis des années. Sa mère m'a serré dans ses bras avec des larmes. Son père a serré la main de Thomas avec un respect sincère. Héloïse a toujours dit que tu construirais quelque chose de beau à partir des cendres, m'a dit sa tante Teresa. Elle était si fière d'avoir eu raison. Thomas et moi avons utilisé mon héritage d'Héloïse comme apport pour une petite clinique dans un quartier défavorisé. L'hôpital pour enfants de Pacifique a fourni une affiliation et un soutien pendant que nous fournissions des soins directs aux familles souvent négligées par le système de santé. Notre travail nous consumait, la clinique se développant au-delà des projections initiales. Les enfants venaient pour des traitements médicaux et restaient pour les programmes de lecture que nous avions mis en place. Les parents trouvaient non seulement des soins de santé mais aussi une communauté. Bien que nous ayons discuté d'avoir des enfants nous-mêmes, le moment ne semblait jamais opportun, nos patients remplissant cet espace dans nos cœurs. Au fil des ans, j'ai fait plusieurs tentatives pour renouer avec mes parents. Des cartes de Noël retournées non ouvertes. Une lettre détaillant mon mariage et ma carrière a connu le même sort. Finalement, j'ai cessé d'essayer, acceptant que certains ponts restent définitivement brûlés, peu importe à quel point nous pourrions souhaiter les reconstruire. Jusqu'à un mardi matin ordinaire où le téléphone de la clinique a sonné et la voix de ma mère a émergé du passé, hésitante mais sans équivoque. Leverne, c'est vraiment toi. Le son de la voix de ma mère après 18 ans de silence m'a complètement figé. Maria, notre réceptionniste, a levé les yeux avec inquiétude lorsque le formulaire d'admission que j'étais en train de consulter m'a glissé des doigts. Leverne, es-tu là? La voix de ma mère portait des notes que je n'avais jamais entendues auparavant, l'incertitude, l'âge, peut-être le regret. Je suis là, ai-je réussi à dire, signalant à Maria que j'avais besoin d'intimité. C'est inattendu. Oui, je suppose que ça l'est. Une pause remplie de 18 ans de mots non dits. Ton père et moi, nous aimerions te voir. Mon premier réflexe a été le refus. Ces gens m'avaient jeté dehors, enceinte et seule, avaient retourné mon faire-part de remise de diplôme non ouvert, avaient choisi l'orgueil plutôt que leur fille unique et leur petit enfant. De quel droit réapparaissaient-ils maintenant que j'avais construit une vie sans eux? Mais la curiosité l'a emporté sur la colère. Pourquoi maintenant? Une autre pause. C'est compliqué. Pourrions-nous nous rencontrer quelque part pour parler? Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre, un café du centre-ville, loin de ma clinique et de leur maison à Mapleton. Thomas a proposé de m'accompagner, l'inquiétude évidente dans son expression. Je devrais faire ça seul, lui ai-je dit, bien qu'une partie de moi voulait sa présence stable à mes côtés. Appelle si tu as besoin de moi, a-t-il dit. Je peux être là en 20 minutes. Le café bourdonnait de l'activité normale d'un mardi, des étudiants avec des ordinateurs portables, des hommes d'affaires entre deux réunions, des baristas criant des commandes de boissons élaborées. Au milieu de cette scène ordinaire, j'étais sur le point d'affronter le poids extraordinaire de mon passé. Ils sont arrivés précisément à l'heure. La ponctualité de mon père n'avait apparemment pas changé avec les années. Ce qui avait changé, c'était tout le reste. Mon père, autrefois imposant, paraissait plus petit, ses épaules légèrement voûtées, ses cheveux complètement blancs. Ma mère, toujours soigneusement mise,
montrait son âge par des rides plus profondes autour de la bouche et des yeux. Ils ont hésité à l'entrée avant de m'apercevoir. La reconnaissance et quelque chose comme le choc passèrent sur leur visage. S'attendaient-ils à ce que je reste à jamais à 17 ans dans leur esprit? La femme professionnelle et confiante devant eux ressemblait peu à la jeune fille effrayée qu'ils avaient chassée. Leverne, mon père a parlé le premier, sa voix plus rauque que dans mon souvenir. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler immédiatement. Ils se sont installés sur des chaises en face de moi, leurs mouvements prudents comme s'ils approchaient un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. Tu as l'air en forme, a offert ma mère. En bonne santé. Je le suis. 2 mots simples portant le poids de tout ce qu'ils avaient manqué, mon éducation, mon mariage, ma carrière construite malgré leur abandon. Nous essayons de te retrouver depuis un certain temps, a dit mon père. Tu as changé de nom. Je suis marié, ai-je répondu. Je m'appelle Leverne Reed maintenant. Les yeux de ma mère sont tombés sur ma main, notant l'alliance et la bague de fiançailles. Nous ne savions pas, vous n'étiez pas censé le savoir. Les mots sont sortis plus vifs que prévu. Vous avez clairement fait savoir que vous ne vouliez aucune part dans ma vie. Mon père a tressailli visiblement. Nous avons fait des erreurs, Leverne. De terribles erreurs. C'est comme ça que vous appelez jeter votre fille adolescente enceinte dehors avec des sacs poubelles? Une erreur? Le couple à la table voisine a jeté un coup d'œil rapide, retournant à leur conversation en voyant mon expression. Nous avons eu tort, a murmuré ma mère. Tellement tort. L'aveu, 18 ans trop tard, sonnait creux. Que voulez-vous de moi? Ils ont échangé des regards avant que mon père ne parle. Nous voulons rencontrer notre petit enfant. La demande a frappé comme un coup physique. Toutes ces années plus tard, ils ne savaient toujours pas. Personne ne leur avait parlé de la fausse couche, de la mort de Jacques. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il fait? Il s'était complètement retiré de ma vie. Votre petit enfant, ai-je répété, les mots amers sur ma langue. Nous comprenons que tu ne veuilles peut-être pas que nous soyons impliqués, s'est empressé d'ajouter ma mère. Mais nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup d'introspection. Nous avons réalisé que la famille compte plus que tout. La famille. L'ironie m'a presque fait rire. Vous avez décidé que je n'étais pas de la famille au moment où je n'ai pas conformé à vos plans. Nous avons eu tort, a répété mon père. Notre Église, nos amis, notre fierté. Nous avons tout mis avant toi, et c'était la plus grande erreur de nos vies. Sa sincérité semblait authentique. Son regret palpable, mais cela ne changeait rien. 18 ans d'absence ne pouvaient pas être effacés par une seule conversation. Il vous a fallu 18 ans pour arriver à cette conclusion? Non, a dit ma mère doucement. Nous savons que nous avons eu tort depuis longtemps. Mais la honte est un puissant moyen de dissuasion, Leverne. Plus nous attendions, plus il devenait difficile de tendre la main. Qu'est-ce qui a changé? Mon père a baissé les yeux sur son café intact. J'ai eu une crise cardiaque l'année dernière. Pas grave, mais assez pour nous faire affronter notre mortalité. L'idée de mourir sans faire amende honorable, sans rencontrer notre petit enfant. Il s'est interrompu, l'émotion étranglant ses mots. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la satisfaction face à leur souffrance peut-être, ou de l'empathie pour leurs regrets. Au lieu de cela, je me sentais curieusement vide, comme si je regardais des étrangers dans une pièce de théâtre vaguement basée sur ma vie. Où avez-vous eu l'idée que j'avais un enfant, ai-je finalement demandé. Il semblait confus par la question. Tu étais enceinte quand tu es parti, a dit ma mère. Nous avons supposé. Vous avez supposé que j'avais eu le bébé. Que j'ai élevé un enfant tout ce temps sans vous. Oui, a confirmé mon père. Nous avons même déposé une demande de droit de visite des grands-parents. Notre avocat a dit. Vous avez fait quoi? Le choc a brisé mon calme soigneusement entretenu. Nous avons déposé une requête auprès du tribunal, a-t-il répété. Les grands-parents ont aussi des droits, Leverne. Nous ne nous attendons pas à prendre le contrôle de la vie de ton enfant, mais nous voulons avoir la chance d'être impliqués, d'apprendre à connaître notre petit enfant. L'audace m'a stupéfié en un silence momentané. Après m'avoir abandonné au moment le plus vulnérable, ils tentaient d'utiliser des moyens légaux pour forcer leur retour. Quand est l'audience? Ai-je demandé, la voix anormalement calme. Le mois prochain.
Mais nous espérons résoudre les choses à l'amiable avant. À l'amiable. Le mot avait un goût de cendre. Vous me mettez à la porte, m'ignorez pendant 18 ans, puis essayez de forcer légalement votre entrée dans la vie de mon enfant. Et vous voulez que les choses se passent à l'amiable? Leverne, s'il te plaît. Ma mère a tendu la main sur la table, s'arrêtant avant de me toucher en voyant mon expression. Nous voulons juste une chance. Une chance pour quoi exactement? Rejeter une autre génération s'ils ne répondent pas à vos normes? Le visage de mon père s'est brièvement durci, un aperçu de l'autoritaire qui avait régné sur mon enfance, avant de s'effondrer en quelque chose de plus proche du désespoir. Nous nous sommes trompés sur tout, Leverne. Tout. S'il te plaît, laisse-nous simplement rencontrer notre petit enfant. Après ça, tu pourras décider quelle relation tu veux que nous ayons. Je me suis levé, ramassant mon sac à main et ma veste. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Ne me contactez pas avant que je ne vous contacte. Mais la date du tribunal. J'y serai. J'ai coupé mon père. Avec mon avocat. Je les ai laissés assis là, mon café intact se refroidissant entre eux. Dehors, le soleil éclatant semblait incongru avec la tempête en moi. J'ai appelé Thomas immédiatement, ma voix tremblant alors que je racontais la conversation. Ils ont demandé des droits de visite, ai-je conclu, pour un enfant qui n'a jamais existé au-delà du 2e trimestre. Son silence en disait long avant qu'il ne réponde finalement. J'appellerai Jennifer, notre amie, une avocate en droit de la famille qui avait aidé à créer la clinique juridique adjacente à notre cabinet médical. Rentre à la maison, Leverne. Nous trouverons une solution ensemble. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un brouillard de consultations juridiques et de bouleversements émotionnels. Jennifer a confirmé ce que je soupçonnais déjà, mes parents n'avaient aucune chance, surtout étant donné que l'enfant en question n'était jamais né. Mais nous devons gérer cela avec soin, a-t-elle conseillé. Le tribunal doit être informé par les voies appropriées, pas comme une révélation dramatique. J'ai rédigé et jeté des dizaines de lettres à mes parents, incapables de trouver des mots adéquats pour expliquer ce qu'ils avaient manqué, la mort de Jacques, ma fausse couche, les années à me reconstruire après ces 2 dévastations. Comment pouvais-je condenser une perte aussi profonde et la résilience qui a suivi en quelque chose qu'ils pourraient comprendre? Finalement, j'ai envoyé un message simple, il n'y a pas d'enfant. J'expliquerai chez moi samedi à 14 h. Leur réponse est venue immédiatement. Ils seraient là. J'ai passé des heures à préparer notre maison pour leur visite, bien que je n'aurais pas pu expliquer pourquoi c'était important. Peut-être un désir persistant d'approbation ou simplement l'habitude de présenter mon meilleur visage au monde. Thomas a arrangé son emploi du temps pour être présent, son soutien tranquille étant mon encre comme toujours. À 14 h précises, la sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir non seulement mes parents, mais aussi une 3e personne, un homme en costume portant une mallette. Leur avocat, apparemment. Quand j'ai ouvert la porte, toutes les explications soigneusement préparées se sont évaporées. À leur place est venue la vérité brute, livrée en 5 mots dévastateurs. Quel enfant? Qu'est-ce que tu es? Mes parents se sont figés sur le pas de ma porte, leur avocat se déplaçant mal à l'aise à côté d'eux. Mon père a été le premier à se reprendre, son expression passant par la confusion, l'incrédulité et les prémices de la compréhension. Que veux-tu dire, quel enfant? Demanda-t-il, sa voix à peine audible. Thomas est apparu derrière moi, sa main se posant de manière encourageante sur mon épaule. Peut-être devriez-vous tous entrer. Ce n'est pas une conversation pour le perron. Je les ai conduits dans notre salon, un espace chaleureux rempli de livres, de photos de Thomas et moi dans divers endroits, d'œuvres d'art d'enfants de la clinique. Pas un seul jouet ni indication d'un enfant y vivant. L'absence a semblé s'enregistrer lentement alors qu'ils observaient leur environnement. Je ne comprends pas, a dit ma mère, s'asseyant sur le bord de notre canapé. Tu étais enceinte quand tu es partie. Oui, je l'étais. Les mots sont sortis plus facilement que prévu, des années de vérité non dites trouvant enfin leur voie. À 17 ans, enceinte et seule, parce que vous avez choisi votre réputation plutôt que votre fille. Nous avons reconnu notre erreur, a commencé mon père. Non, vous ne l'avez pas fait, ai-je interrompu. Vous avez reconnu ce que vous croyez être une erreur, mais vous ne savez pas réellement ce qui s'est passé après que vous m'ayez mise à la porte. L'avocat s'est éclairci la gorge. Peut-être devrais-je rester, lui ai-je dit. Vous devriez entendre cela aussi,
puisque vous avez engagé une action en justice sur la base d'informations incomplètes. Je me suis assise en face de mes parents, Thomas à mes côtés. Sa présence manquerait alors que j'organisais 18 ans d'absence en un récit cohérent. Après que vous m'ayez mise à la porte, je suis resté chez la grand-mère de Jacques. Elle m'a accueilli sans poser de questions, m'a donné un abri, du soutien et de l'amour quand mes propres parents ont refusé de le faire. Jacques travaillait des heures supplémentaires sur le chantier de son oncle pour économiser pour le bébé. Nous faisions des projets, nous trouvions un moyen d'avancer malgré l'abandon des personnes qui auraient dû nous protéger le plus. Ma mère a tressailli au mot « abandon » mais n'a pas interrompu. Puis Jacques est tombé d'un échafaudage sur le chantier. 3 étages, blessure à la tête. Même après toutes ces années, les mots se sont coincés dans ma gorge. Il n'a jamais repris connaissance. 2 semaines plus tard, il est mort. Il avait 17 ans. Oh, le Verne, a murmuré ma mère, les larmes remplissant ses yeux. J'étais enceinte de 5 mois, j'allais à l'école, je travaillais à temps partiel, et je me retrouvais soudainement face à la maternité complètement seule. Le stress, le deuil et l'épuisement ont eu raison de moi. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. J'ai fait une fausse couche à 21 semaines. Votre petit-fils, le fils de Jacques, est mort sans jamais avoir pris une respiration. L'avocat a discrètement fermé sa mallette, toute prétention de procédure judiciaire abandonnée face à la tragédie humaine. Il n'y a pas d'enfant, ai-je continué, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine. Il n'y en a jamais eu au-delà de ces mois de grossesse. J'ai tout perdu en l'espace de 3 semaines. Jacques, notre bébé, ma maison, ma famille, tout. Nous ne savions pas, a dit mon père, la voix brisée. Personne ne nous l'a dit. Qui vous l'aurait dit? Vous avez clairement fait savoir que vous ne vouliez rien avoir à faire avec moi à moins que je ne me conforme à vos attentes. Vous avez choisi l'amour conditionnel et je ne remplissais pas les conditions. Thomas a doucement serré ma main, un soutien sans interruption, me permettant de dire enfin ma vérité. Après avoir perdu Jacques et le bébé, j'ai terminé le lycée avec mention. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université de Pacific Coast. Je suis devenue infirmière pédiatrique. J'ai rencontré et épousé Thomas, qui est pédiatre. Ensemble, nous dirigeons une clinique au service des enfants qui, autrement, ne recevraient pas de soins de santé adéquats. J'ai fait un geste vers notre salon confortable. J'ai construit cette vie sans vous, non pas pour vous contrarier, mais parce que vous ne m'avez pas laissé le choix. Chaque étape importante, chaque réussite, chaque revers, je les ai tous affrontés sans parents pour me guider ou me soutenir. Si nous avions su pour Jacques, pour le bébé, a commencé ma mère. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé. M'auriez-vous accueilli à nouveau si je n'étais plus enceinte? Ou auriez-vous vu cela comme une confirmation que j'avais été correctement puni pour ma défiance? La question est restée en suspens dans l'air, inconfortable mais nécessaire. Je ne sais pas, a admis mon père après une longue pause. Les personnes que nous étions alors, honnêtement, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Son honnêteté, bien que douloureuse, était la première connexion authentique entre nous depuis près de 2 décennies. L'affaire judiciaire, a interjeté doucement l'avocat. Je la retirerai immédiatement. Je m'excuse pour la détresse qu'elle a causée. Merci, a reconnu Thomas alors que l'homme rassemblait ses affaires et s'excusait, nous laissant tous les 4 dans un silence pesant. Les larmes de ma mère coulaient librement maintenant. Toutes ces années, nous t'imaginions avec un enfant. Notre petit enfant. Nous imaginions des fêtes d'anniversaire auxquelles nous n'étions pas invités, des événements scolaires que nous manquions, des vacances célébrées sans nous. Vous avez construit tout ce récit autour d'une vie qui n'a jamais existé, tout en manquant complètement la vie réelle que je menais, ai-je ajouté. Oui, a-t-elle reconnu. La vraie toi contre la fille que nous imaginions avoir perdue. Mon père avait visiblement vieilli pendant notre conversation, le poids de la vérité révélait l'enfonçant plus profondément dans son fauteuil. Pourras-tu jamais nous pardonner, le Verne? La question qui, j'avais autrefois imaginé, m'apporterait de la satisfaction, n'apportait maintenant qu'une résignation fatiguée. Le pardon n'est pas un instant unique ou une déclaration, papa. C'est un processus. Un processus sur lequel je travaille depuis des années sans même que vous le sachiez. Es-tu en train de dire qu'il y a de l'espoir pour une sorte de relation à l'avenir? L'espoir désespéré dans sa voix m'a rappelé le mien à 17 ans, croyant que les liens familiaux finiraient par compter plus qu'une déception temporaire. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement.
Ce qui s'est passé m'a façonné de manière irréversible. Je ne peux pas être la fille que vous vouliez à l'époque, et je ne prétendrai pas que le passé n'a pas eu lieu. Nous ne voulons pas ça, m'a assuré ma mère. Nous voulons juste une chance de connaître la femme que tu es devenue. Thomas, silencieux jusqu'à présent, a parlé avec réflexion. Peut-être pourriez-vous commencer par apprendre à connaître ce que le Verne fait maintenant. La clinique représente tout pour elle. Une clinique pédiatrique? Mon père s'est accroché à cette information. Tu travailles avec des enfants. Nous le faisons tous les deux, ai-je confirmé. Des enfants qui viennent souvent de familles luttant contre la pauvreté, les barrières linguistiques ou le manque d'assurance. Nous fournissons des soins médicaux, un soutien au développement et des ressources communautaires. C'est remarquable, a dit ma mère. Bien que je suppose que je ne devrais pas être surprise. Tu as toujours eu un esprit nourricier, même quand tu étais petite. L'observation, simple mais juste, a créé un pont inattendu entre mon enfance et mon âge adulte, une continuité que je n'avais pas envisagée auparavant. Voudriez-vous nous la montrer? Demanda mon père avec hésitation. Votre clinique. Si ce n'est pas une imposition. La demande m'a surprise. Vous voulez voir où je travaille? Nous voulons voir ce que tu as construit, a-t-il précisé. Qui tu es devenu. Si tu es prête à nous le montrer. J'ai regardé Thomas, qui a légèrement hoché la tête, soutenant ma décision quelle qu'elle soit. Après un moment de réflexion, j'ai accepté. Je peux vous faire visiter demain après-midi si vous êtes libre. Ce ne sera pas pendant les heures d'ouverture, mais vous verrez l'établissement. Nous serons là, a promis ma mère, une lueur d'espoir fragile dans sa voix. Alors qu'il se préparait à partir, la gêne est revenue. Une poignée de main semblait trop formelle, une étreinte présomptueuse. Après des années de séparation, ma mère a résolu le dilemme en touchant doucement mon bras. Un contact bref, reconnaissant la connexion sans présumer de l'intimité. Merci de nous avoir dit la vérité, a dit mon père à la porte, aussi douloureuse soit-elle. Après leur départ, Thomas et moi sommes restés assis en silence, digérant les tournants inattendus de la rencontre. Ça va, a-t-il finalement demandé. Je ne sais pas, ai-je admis. C'est comme subir un coup du lapin entre le passé et le présent. Ils ont l'air si différents, plus âgés, plus vulnérables. Moins comme les figures imposantes de ma mémoire. Ils sont différents, a-t-il souligné. Tout comme toi. 18 ans changent tout le monde. Penses-tu que je fais une erreur en les laissant revenir dans ma vie, même légèrement? Il a sérieusement réfléchi à la question avant de répondre. Je pense que tu leur donnes l'occasion de connaître la femme extraordinaire que j'aime. Qu'ils méritent ou non cette opportunité est discutable, mais cela témoigne de ton caractère que tu sois prête à l'offrir. Le lendemain, j'ai fait visiter la clinique à mes parents avec un détachement professionnel qui s'est progressivement adouci à mesure que leur intérêt sincère devenait apparent. Ils ont posé des questions réfléchies sur nos programmes, examiné les salles d'examen joyeuses avec leurs peintures murales au plafond conçues pour distraire les enfants nerveux, écouté attentivement pendant que j'expliquais nos initiatives de sensibilisation. Tu as créé quelque chose de remarquable ici, a dit mon père à la fin de la visite. Quelque chose de significatif. Nous essayons de donner aux enfants ce qu'ils méritent, des soins de qualité quelles que soient les circonstances, ai-je expliqué. Aucun enfant ne devrait souffrir à cause des limitations ou des échecs des adultes. Le parallèle avec ma propre expérience est resté en suspens entre nous. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons établi un contact prudent. Des appels téléphoniques occasionnels, un repas partagé dans un restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Il posait des questions sur ma vie par petites touches prudentes et respectueuses. Je partageais des histoires choisies, maintenant des limites tout en révélant progressivement la personne que j'étais devenue en leur absence. 3 mois après leur réapparition, je les ai invités à une collecte de fonds pour le projet d'agrandissement de la clinique. Ils sont arrivés en avance, ont fait un don généreux et ont échangé sincèrement avec notre personnel et nos sympathisants. En regardant mon père discuter des protocoles de l'asthme pédiatrique avec Thomas, ma mère admirant les œuvres d'art créées par les patients de la clinique, j'ai ressenti une émotion inattendue, pas exactement le pardon, mais quelque chose d'adjacent. La reconnaissance, peut-être, que les gens peuvent changer, même après des décennies de rigidité. Plus tard dans la soirée, alors que les invités se mêlaient autour des présentoirs soulignant notre impact communautaire, une jeune mère s'est approchée de moi avec sa fille, une ancienne patiente maintenant épanouie après des années de traitement complexe. Le docteur Thomas et l'infirmière Le Verne ont sauvé la vie de Sophia, a-t-elle dit à mes parents,
ignorant notre relation compliquée. Ils traitent chaque enfant comme le leur. Point comme le leur, a répété ma mère après le départ de la femme, ses yeux rencontrant les miens à travers la pièce bondée. Une compréhension est passée entre nous. La reconnaissance du fils que j'avais perdu et des centaines d'enfants qui avaient reçu les soins et l'attention que j'avais autrefois espéré lui donner. Cette nuit-là a marqué un tournant dans notre réconciliation prudente. Non pas oublier ou effacer le passé, mais trouver un moyen d'exister à ses côtés. Mes parents ne seraient jamais ce qu'ils auraient dû être quand j'avais le plus besoin d'eux. Mais peut-être pourraient-ils devenir quelque chose de différent, quelque chose d'imparfait mais de présent dans ma vie d'adulte. À Noël, traditionnellement difficile pour moi depuis la perte de Jacques et de notre bébé, Thomas a suggéré d'inviter mes parents à dîner. Seulement si tu es à l'aise, a-t-il souligné. Ton bien-être passe avant tout. J'ai soigneusement réfléchi à l'invitation avant de la leur adresser. Ils ont accepté immédiatement, arrivant avec des cadeaux modestes et une nervosité palpable. Pendant le dîner, mon père a demandé si nous pouvions porter un toast. Aux êtres chers absents, dit-il, la voix stable mais les yeux humides. À Jacques, qui, de l'avis de tous, était un jeune homme exceptionnel. À Daniel, qui n'a jamais eu sa chance. Et à Héloïse, dont la compassion fait honte à nos manquements. La reconnaissance de ceux que j'avais perdus, par leur nom, avec respect, a desserré quelque chose de longtemps crispé en moi. Pas la guérison, exactement, mais peut-être le début de sa possibilité. Plus tard, en aidant à débarrasser la table, ma mère s'est arrêtée à côté d'une photo de Thomas et moi avec un groupe de patients de la clinique. Tu n'as pas eu l'enfant que tu portais, dit-elle doucement. Mais tu as materné des centaines d'enfants à ta manière. Ce n'est pas la même chose, ai-je répondu honnêtement. Non, a-t-elle convenu. Rien ne pourrait remplacer ce que tu as perdu. Mais ce que tu as construit compte, le Verne. Les vies que tu touches comptent. À ce moment-là, j'ai reconnu la vérité qui m'avait soutenu pendant 18 ans d'absence et de perte. La famille n'est pas toujours celle dans laquelle nous naissons, mais celle qui choisit de se tenir à nos côtés dans les moments les plus difficiles de la vie. Jacques m'avait choisi. Sa grand-mère m'avait choisi. Thomas m'avait choisi. Et les enfants de notre clinique, à leur manière, me choisissaient chaque jour avec leur confiance. Mes parents faisaient ce choix maintenant, tardivement mais apparemment sincèrement. Que notre relation puisse se développer au-delà de ces interactions prudentes restait incertain, mais la possibilité existait là où il n'y avait eu autrefois qu'une finalité douloureuse. La vie n'offre pas de résolution parfaite, pas de guérison magique des blessures historiques. Certaines cicatrices restent permanentes, certaines pertes irremplaçables. Mais entre les absolus de la réconciliation parfaite et de la rupture complète se trouve un chemin intermédiaire, la reconnaissance du mal passé, à côté de pas prudents vers un avenir différent. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour entièrement à mes parents de m'avoir abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. Cette jeune fille de 17 ans, dont le monde s'effondrait, méritait mieux que des sacs poubelles sur la pelouse et un amour conditionnel. Mais à 35 ans, je peux reconnaître leur humanité, leur capacité à grandir, leurs regrets sincères sans renoncer à la vérité de mon expérience. Parfois, la famille que nous nous créons compte plus que celle dans laquelle nous naissons. Et parfois, si nous avons de la chance, ces mondes séparés trouvent des moyens de coexister en paix, sinon en parfaite harmonie. Et vous? Avez-vous déjà eu à reconstruire des relations après une blessure profonde ou un abandon? Comment équilibrez-vous le pardon et l'autoprotection? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la guérison se présente sous de nombreuses formes, selon de nombreux calendriers, et toujours selon vos propres termes. Merci de votre écoute, et souvenez-vous, votre passé vous façonne, mais il ne doit pas définir votre avenir.